Vous rappelez-vous du personnage du sans-visage dans le film Le Voyage de Chihiro? Le Kaonashi, cet ectoplasme ambigu de l'œuvre d'Hayao Miyazaki, a probablement marqué tous les enfants des années 90, par son design calme et inquiétant, sa voix chevrotante et surtout, sa capacité à générer des pépites d'or. Dans le film, dans le cas où vous ne l'auriez pas vu, cette étrange créature qui s'infiltre dans l'établissement de bain fantastique où se déroule l'intrigue, va corrompre un à un tous les protagonistes de l'histoire en leur offrant des petites pépites d'or. Ce qui va lui permettre petit à petit de s'imposer comme le souverain vénéré du complexe hôtelier. Les pépites d'or n'ont pas de valeur en elles-mêmes par leur utilité, mais c'est bien la valeur qu'on leur prête du fait de leur rareté supposée qui en fait des biens désirables et confère à leurs propriétaires un pouvoir symbolique sur les autres. C'est ce qu'on a vu dans la première partie de cette série sur l'industrie du diamant. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu le premier épisode pour voir celui-ci, mais si jamais, vous pouvez cliquer ici pour aller le regarder avant. En effet, les objets précieux, que ce soit des pépites d'or, des diamants ou des vêtements de luxe, confèrent une forme de pouvoir à celui qui les possède. Et c'est bien pour ça que le sans-visage est une figure qui passionne. L'idée de pouvoir fabriquer ces petites pépites à l'infini est en quelque sorte le degré ultime de la richesse, la plus haute strate de domination sur le reste de l'humanité. Mais cette idée de pouvoir créer du précieux à partir de rien, les humains n'ont pas vraiment attendu Miyazaki pour la développer. Les origines de l'alchimie, discipline qui prétendait pouvoir transformer des métaux vils comme le plomb en métaux précieux comme l'or, remonte jusqu'à la Chine du 4e siècle avant Jésus-Christ, avec des équivalents qui parsèment l'histoire de nombreuses civilisations, des antiquités indiennes, égyptiennes, mésopotamiennes ou grecques, jusqu'à l'époque que nous connaissons évidemment mieux, des alchimistes européens du Moyen-Âge. Pour tout vous dire, même Isaac Newton a passé quelques années de sa vie à étudier l'alchimie, mais ça on va y revenir. Heureusement, ces croyances un peu bancales vont bientôt laisser la place à la chimie que nous connaissons aujourd'hui, notamment grâce aux travaux d'Antoine Lavoisier, un Français dont vous avez sûrement déjà entendu le nom, puisqu'il est tout simplement considéré comme le père de la discipline. Alors certes, Antoine Lavoisier ne croyait plus qu'on puisse transformer du plomb en or. Mais cela ne veut pas dire que ce filou polymathe ne se rêvait pas en Bernard Arnault sans visage dominant le monde. Car une autre conclusion, un peu plus discrète de ces découvertes que nous allons voir ensemble, c'est qu'il était en revanche possible de fabriquer du diamant. C'est cette histoire multiséculaire que nous allons décrypter aujourd'hui, non pas en compagnie d'Hugo Travers, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, mais de Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir. Salut c'est Valentine, j'espère que vous allez bien. Premier spoil, cette fois on va vraiment réussir à en faire du diamant. Et deuxième spoil, comme dans le voyage de Chihiro, rien ne va se passer comme prévu. Je suis Alcide et vous regardez Sortie d'usine, bienvenue dans ce deuxième épisode sur l'industrie du diamant. Lavoisier, c'est donc un personnage majeur de l'histoire de la chimie, mais plus généralement de l'histoire des sciences et de la méthode scientifique. Né en 1743 dans un milieu bourgeois, Antoine de son prénom fait ses premiers pas dans un XVIIIe siècle tumultueux, où la révolution mécaniste n'en finit plus de bouleverser les connaissances humaines. Ce grand mouvement de pensée, qui s'étale de Copernic à Newton en passant par Descartes, base tout son raisonnement sur le principe de causalité. La causalité, c'est le fait de supposer que la cause précède l'effet. Ce qui peut paraître évident aujourd'hui, mais n'était pas forcément aussi bien formalisé dans les sciences auparavant. C'est cette approche de la causalité qui va, en étant appliquée à la mécanique, puis à la médecine, la biologie, permettre de formidables avancées des connaissances humaines. Car désormais, peu importe les phénomènes observés, on cherche à expliquer le réel non pas avec de la magie ou des liens avec le divin, mais avec des principes simples, permettant de prévoir ou du moins de comprendre chaque effet à partir de ses causes. Cette révolution scientifique, qu'on appelle également la révolution copernicienne, elle ne s'est pas faite en un jour. D'ailleurs, comme on l'a dit en intro, si Newton en a été un des plus grands contributeurs par ses travaux sur la gravité et la mécanique terrestre, il avait d'abord une inclination prononcée pour les forces occultes et la magie. D'après les écrits retrouvés de ses travaux, le Pélo cherchait à fabriquer la pierre philosophale et l'élixir de vie. Pas très sérieux tout ça. C'est ce qui fera d'ailleurs dire à Keynes, au tricentenaire de la naissance de l'illustre britannique, que Newton n'était pas le premier de l'âge de la raison, mais le dernier des magiciens. En réalité, il faut pas prendre Newton pour un idiot. On est dans une période extrêmement riche où chacun y va de ses petites expérimentations, de ses petites réflexions, afin de distinguer ce qui relève de la science, du concret, du démontré, de ce qui provient plutôt de la culture chrétienne, des superstitions, des croyances et des pseudosciences. Là où Newton s'est concentré sur la mécanique newtonienne, puisqu'il lui a donné son nom, pour faire simple, c'est la mécanique des gros objets, les planètes ou les pommes qui tombent. Lavoisier, lui, va plutôt appliquer la méthode scientifique à l'alchimie, un domaine encore dominé par les croyances et le rêve de pouvoir fabriquer de l'or. Sa marotte à Lavoisier, ça va être de prendre des petits bouts de trucs et de les casser en d'autres petits bouts de trucs afin de comprendre de quoi la matière est faite. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble et écouter le résultat tranquille dans sa chambre. Son expérience la plus célèbre sera la décomposition de l'eau, H2O, en hydrogène et en oxygène, prouvant ainsi que l'eau n'était pas un élément à part entière, mais bien un composé, une molécule rassemblant 3 atomes. Encore une fois, au XXIe siècle, ça paraît couillon comme résultat, mais à l'époque, c'est juste monstrueux comme conclusion, et les implications sont énormes.
Si l'eau elle-même n'est pas un élément unique, mais un composé, qu'en plus on est capable de la casser puis de la reconstruire en conservant à tout instant les masses avant et après, alors à peu près tout ce qu'on théorisait en alchimie était juste complètement faux. Les conclusions tirées par Lavoisier de cette démonstration de la transformation de la matière lui vaudront cette fameuse citation légèrement apocryphe « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », apocryphe puisqu'il ne l'aura jamais vraiment écrite telle quelle. Antoine, qui ne boude pas son plaisir, va réitérer l'expérience avec un grand nombre de gaz, de solides et de liquides connus de l'homme, afin d'en identifier la nature moléculaire. Et notamment, vous vous en doutez puisqu'on parle de ça dans cet épisode, mais il va s'attaquer à notre fameux diamant. Et ouais, on se refait pas, puisqu'on peut définitivement pas transformer le plomb en or, puisqu'ils sont faits de corps, des atomes complètement différents. Il faut bien que la science qui passe son temps à briser nos rêves nous permette quand même de faire de la maille. En 1773, il publie l'étude sur la destruction du diamant par le feu, où il rencontre de nombreuses expériences menées où des diamants sont exposés à de très fortes flammes ou à des lumières intenses concentrées avec des lentilles. Un peu comme les enfants qui brûlent des fourmis avec des loupes. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça dans la vraie vie, j'ai vu ça dans des dessins animés quand j'étais jeune, mais je l'ai jamais vu en vrai, donc on s'en bat les couilles. Le diamant chauffe, devient rouge, puis disparaît. Forcément, vu la réputation qu'a le diamant à cette période de l'histoire, la pierre éternelle, la dureté extrême, ces publications qui rapportent la volatilisation d'un diamant simplement avec de la lumière font sensation. C'est pourtant quelque chose qu'on avait déjà repéré depuis un moment, cette drôle de disparition du diamant dans certaines conditions, sans qu'on sache vraiment expliquer pourquoi et où le caillou se faisait ainsi la malle. Lavoisier mène alors des dizaines d'expériences dans des conditions diverses et variées et publie 2 mémoires sur le sujet. Il a bien observé expérimentalement qu'après disparition du diamant, on mesure une baisse du niveau d'oxygène dans la cuve de test, et que dans des conditions où l'on retirerait préalablement cet oxygène de l'environnement, le diamant brûlé se transforme en une matière que Lavoisier décrit comme noire et charbonneuse. Dans ces expériences, il y a une sacrée quantité de diamants qui y est passée. Je peux vous dire qu'ils avaient du budget, les Lavoisier et l'Académie des sciences. Mais c'est pas très étonnant puisqu'il venait d'une famille, comme on l'a dit, très fortunée et qu'il a occupé de hauts postes de fonctionnaires pendant toute sa vie. Il a par exemple travaillé à la commission des finances, mais sûrement qu'il voulait changer le système de l'intérieur. Malheureusement, c'est ce statut d'élite aristocratique qui lui vaudra, en 1793, alors que la Révolution française se part des atours de la terreur, d'être arrêté et condamné à mort. Le scientifique supplie, demande un sursis afin de réaliser une dernière expérience, mais ça lui est refusé. La République n'a pas besoin de savants, lui aurait cinglé le président du tribunal populaire. C'est là la fin de Lavoisier, lui qui aimait prendre des corps et les découper en plus petits morceaux. Cette fois, c'est bien sa tête qui sera détachée de son corps, par une bonne guillotine AOP à la française, sans que le fondateur de la chimie moderne ait pu percer à jour le secret du diamant. Oh ça ira, les aristocrates à la lanterne. Car, contrairement aux croyances populaires, qui ont retenu l'illustre sans tête comme découvreur du carbone et de la véritable nature du diamant, c'est en réalité un de ses homologues qui eut le bon sens de faire copain-copain avec les révolutionnaires et su ainsi garder la tête sur les épaules, qui apportera le fin mot à cette histoire. Louis-Bernard Guiton de Morveau, dit Guiton-Morveau. Ouais, la particule c'était plus très à la mode. Un minéralogiste cailloutologue de l'école polytechnique, et député de Côte d'Or. Et député de Haute-Loire. Et député de Haute-Loire, oui. Ta gueule, sale pédé. C'est à moi que vous parlez là. Mais non, c'est pas ça pour vous. Je dis ce que j'entends. Guiton-Morveau, qui se base sur les travaux de Lavoisier, affirme que puisque la combustion d'un diamant produit du gaz carbonique, et que la masse de CO2 produite est égale à la masse d'oxygène disparue dans l'air, ainsi qu'à la matière du diamant consommée par la combustion, il n'y aurait pas moyen de se refuser à la conséquence que le diamant et le carbone sont 2 êtres identiques. Et ouais, juste avant d'avoir la tête sur le billot, Lavoisier avait toutes les cartes en main pour deviner que le diamant, le charbon et le graphite étaient en fait composés du même élément. Et c'est peut-être même la réputation incroyable du diamant qui l'empêchait d'aller au bout de sa pensée et de formaliser l'existence de ce fameux carbone. Mot qui est d'ailleurs utilisé pour la première fois de l'histoire dans la bouche de Guiton-Morveau. Ouais, le mot carbone qui est en ce moment sur toutes les bouches, il a été inventé par un député dijonnais. Pour mettre plus de précision dans la dénomination de ce radical, en le distinguant du charbon dans l'acception vulgaire, en l'isolant par la pensée de la petite portion étrangère qui constitue la cendre, nous lui adaptons l'expression modifiée de carbone, qui indiquera le principe pur, essentiel du charbon. La voilà enfin notre réponse. Au final, le diamant, l'objet de toutes les passions, ce n'est que du carbone, le constituant élémentaire de la vie organique, mais également la vulgaire matière qu'on met dans nos crayons de bois.
C'est exactement la même chose. Par contre, on dit crayon gris. Exactement la même chose, ou presque, parce que c'est pas la même structure. C'est un peu comme avec les Lego. Avec une même brique de base, on peut construire plein de choses différentes. Sauf qu'en chimie, on peut pas vraiment bâtir n'importe quoi comme on veut, la matière obéit à des lois. Pour mieux comprendre, il faut qu'on observe d'un peu plus près un atome de carbone. Le carbone est tétravalent, ça veut dire qu'il peut partager 4 électrons avec ses copains atomes. Et il peut le faire de plusieurs manières. Sous la forme d'une pyramide, ou tétraèdre, avec un angle de 109 degrés et 28 minutes, sous une forme plane, en 2D, avec 2 liaisons simples et une liaison double. Ça veut dire qu'il partage un électron avec un copain, un autre électron avec un autre copain, et 2 électrons avec un troisième copain. Le tout à des angles de 120 degrés. Mais il peut aussi avoir une forme de ligne, en partageant 2 électrons avec chacun de ses 2 copains, ou bien un électron avec un copain et 3 avec un autre. Vous voyez qu'avec ça, les molécules qui contiennent du carbone peuvent prendre plein de formes variées, et ce, même quand on assemble uniquement des atomes de carbone entre eux. Et voilà comment on peut obtenir aussi bien du graphite que du diamant. Le graphite a une forme dérivée du rhomboèdre. Oui, ça existe, c'est un parallélépipède qui serait passé sous un camion. Mais le plus souvent, la forme du graphite est dérivée d'un hexagone. Donc, si j'ai bien tout compris, on est dans cette configuration moléculaire, avec des angles de 120 degrés entre chaque copain. Ces hexagones sont superposés les uns aux autres, c'est des feuillets microscopiques qui s'empilent comme une pile de feuilles de papier, avec un espace entre chacune. On est à l'échelle du milliardième de millimètre, mais l'espace est quand même 2 fois plus grand que l'épaisseur des feuillets. Donc c'est comme si nos feuilles de papier lévitaient avec un espace d'un demi-millimètre entre chacune. On appelle ça un assemblage lamellaire. Et quand vous dessinez avec un crayon gris, Et on dit vraiment crayon de bois. c'est ces feuillets microscopiques que vous laissez sur le papier. Alors qu'au contraire, le diamant a une structure cubique. Au niveau moléculaire, quand on chauffe et qu'on comprime du graphite, comme par exemple quand notre carbone est carrément sous la lithosphère terrestre, les atomes de carbone se réarrangent à l'intérieur de la structure cristalline pour former des tétraèdres. Et si le diamant est le minéral le plus dur qu'on connaisse, c'est parce que, contrairement au gouvernement, il a une grande cohésion dans sa structure. Ces liaisons tétraédriques sont très fortes. Et aussi que l'énergie de liaison entre les atomes est très élevée. Ça veut dire qu'il faut fournir énormément d'énergie si on veut pouvoir briser tout ça. Un peu comme si on voulait séparer des aimants très puissants, il faudrait fournir beaucoup d'énergie. Et ça, c'est pas évident à recréer en laboratoire. Ce qu'on voit là, c'est le diagramme de phase du carbone. Ça nous dit quelle forme apparaît selon comment on comprime en ordonnée et on chauffe, en abscisse, l'échantillon. On voit qu'à basse pression, on a beau monter la température, notre carbone restera du graphite. Il faut le comprimer à parfois plus de 100 000 bars, 100 000 fois la pression atmosphérique, pour commencer à avoir du diamant. Donc si on veut fabriquer du diamant à partir du charbon, la question, ça va être d'obtenir ces hautes pressions, et c'est pas de la tarte. Car c'est du diamant. Ben ouais, on y est. Maintenant qu'on sait qu'on peut fabriquer une pierre précieuse qui se vend à 200 millions de dollars le kilo, à partir de graphite qui lui ne vaut que 100 dollars le kilo, on imagine bien le business qu'il y a à se faire. D'autant qu'au début du 19e siècle, on est en plein milieu de la révolution industrielle et qu'on se réjouit chaque jour que Descartes fait des avancées permises par la science. C'est donc une ribambelle de chercheurs qui sont dans les starting blocks afin de découvrir la recette qui permettra de fabriquer du diamant de synthèse. Et parmi eux, un jeune étudiant américain, descendant des très pieux pionniers de l'état de l'Utah, l'état mormon des États-Unis d'Amérique, Howard Tracy Hall. Howard Tracy Hall. Et figurez-vous que Tracy Hall, la synthèse du diamant, il va y arriver. Pour de vrai. Mes mains se mirent à trembler, les battements de mon cœur s'accélérèrent, tandis que mes genoux s'affaissaient et semblaient ne plus pouvoir soutenir mon propre poids. Mes yeux venaient d'être éblouis par les reflets scintillants de douzaines de minuscules cristaux. Et à cet instant, je savais qu'enfin, des diamants venaient d'être créés par l'homme. C'est dans la ville d'Ogden que naquit Tracy Hall en 1919. Et c'est trop bizarre, mais le mec est né à Ogden, et une des sources que j'ai utilisées dans le premier épisode pour notamment tout ce qui est histoire du diamant et des gemmes, il s'appelle Jack Ogden. Ogden est une ville du nord de l'Utah, le seul état d'Amérique du Nord où la majorité de la population fait partie de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Autrement dit, de la communauté des Mormons. Les pionniers mormons se sont installés dans cet état désertique au milieu du 19e siècle, fuyant les persécutions des chrétiens plus traditionnels on va dire, chrétiens qui n'aimaient pas trop les croyances bizarres de ces gens qui pratiquent la polygamie, ne boivent pas d'alcool et croient en la parole d'un prophète nommé Mormon, original, qui aurait vécu d'après eux au 4e siècle en Amérique du Nord avec toute une civilisation venue du Moyen-Orient en bateau. Jésus-Christ serait carrément passé leur faire un petit coucou après sa résurrection, et Mormon aurait donc tenu à raconter tout ça dans un bouquin, avant de l'enterrer sous une colline dans l'état de New York. Et c'est ce bouquin que Joseph Smith, le fondateur de l'église, affirme avoir déterré plus de 1500 ans après. Bon. C'est donc dans ce contexte très religieux que se déroule l'enfance de Howard Tracy Hall, descendant direct des premiers pionniers que tout le monde appelle Tracy. L'éducation religieuse de Hall n'est cependant pas incompatible avec la science, pour laquelle Howard a une passion dès le plus jeune âge. Tracy a 2 héros. Jésus-Christ bien sûr, mais également Thomas Edison, à qui il voue une admiration sans borne.
On a un peu parlé d'Edison dans cet épisode si ça vous intéresse. Quant à l'école primaire, ses camarades expliquent vouloir devenir cow-boy, astronaute ou youtubeur, désolé pour l'anachronisme. Tracy clame déjà haut et fort son rêve de travailler à General Electric, l'entreprise fondée par Edison. Et oui, je suis d'accord avec vous, ça devait être un gamin super chiant. Après un master décroché en 1943 à l'université de Salt Lake City, Tracy Hall fait un petit tour à la Navy, évidemment, puisque c'est la guerre, avant de revenir en Utah pour réaliser son doctorat de chimie physique. Et non, pas de physique-chimie, la chimie physique c'est une discipline où on essaye de mieux comprendre la chimie, la cuisine ou la tambouille à l'aide de la rigueur, des connaissances, des pratiques de la physique. Grosso modo, on essaie de rendre la chimie un peu moins bullshit. Bref, quelques années après et sa thèse en poche, Tracy Hall va réussir à rejoindre les rangs de General Electric et intégrer une équipe de chercheurs de l'État de New York pour travailler sur un projet super secret intitulé Super Pressure, Super Pression. Le projet Super Pressure est issu d'une collaboration débutée en 1941 entre General Electric et le professeur Bridgman, un spécialiste de la physique des hautes pressions, professeur à l'université de Harvard et lauréat du Nobel de physique, pour ses inventions d'appareils capables de générer de très hautes pressions. Bref, un CV long comme le bras. Les machines développées par Bridgman, dont la plus aboutie est appelée l'enclume de Bridgman, consistent à écraser un échantillon piégé dans un anneau entre deux gigantesques enclumes, faites en carbure de tungstène au cobalt, un des matériaux les plus résistants au monde. Petite subtilité, l'anneau qui sert de piège est fabriqué en une matière spéciale, la catlinite, une sorte d'argile que les Amérindiens utilisaient pour faire des calumets, mais qui a surtout la propriété surprenante d'adhérer tout à fait aux enclumes, et de former un joint complètement étanche qui ne se déforme plus avec la pression. Les deux enclumes, actionnées par un système hydraulique, concentrent chacune toute la force qu'elles subissent sur la surface de leurs deux cônes respectifs, qui viennent alors comprimer l'échantillon piégé en exerçant de chaque côté une pression phénoménale, ce qui permet d'atteindre des niveaux de pression au niveau de l'échantillon de plus de 400 000 bars, soit environ 400 000 fois la pression atmosphérique. Ces pressions, elles devraient être suffisantes pour générer du diamant, on le voit sur notre graphique. Mais le souci, c'est qu'on a aussi besoin d'emmener l'échantillon à des températures de plus de 3000 degrés Celsius, et qu'à ces températures, l'enclume de Bridgman, elle fonctionne beaucoup moins bien. On n'atteint plus que des pressions de 35 000 bars, soit plus de 100 fois moins. Et comme Valentine l'a expliqué, on a des objectifs de pression et de température à atteindre. Il reste donc pas mal de progrès à faire. Cette collaboration est de toute manière interrompue par la guerre, la même que celle où Tracy Hall est partie dans la Navy, et il faudra attendre 1951 pour que General Electric relance les travaux Super Pressure, avec une équipe de choc, parmi laquelle Howard Tracy Hall. Et quand Tracy va rentrer dans le labo, la pression va monter d'un cran. Il faut dire qu'avant l'arrivée de Tracy, les chercheurs de la nouvelle équipe avaient quand même fait quelques progrès. Dans les très hautes températures dont on a parlé, ils avaient notamment réussi à amener le graphite à près de 70 000 bars. C'était mieux, mais c'était toujours pas suffisant. Jusqu'ici, ils s'étaient contentés d'améliorer, d'optimiser l'enclume de Bridgman sans vraiment proposer de nouveaux concepts. On avait gardé la même structure qui était simplement améliorée à la marge. Dès son arrivée, Hall va donc prendre les choses en main et proposer des designs originaux qui vont permettre d'obtenir des pressions de plus en plus élevées, jusqu'à la trouvaille qui allait propulser l'industrie du diamant dans une nouvelle ère, la ceinture de Hall. Avant que je vous explique comment fonctionnait l'invention de notre héros du jour, il paraît intéressant de noter de voir comment le petit chimiste de l'Utah était traité à New York. Hall raconte qu'il devait travailler avec des vieux pistons hydrauliques qui étaient de si mauvaise qualité que tout son laboratoire était inondé et qu'il était obligé d'aller travailler avec des bottes en caoutchouc. Lorsqu'il eut l'idée de la fameuse ceinture, General Electric lui refusa même de lui donner 1000 $ afin qu'il puisse acheter les composants. D'ailleurs, ils lui interdirent même de le fabriquer dans les ateliers, ce qui obligea Tracy à obtenir les pièces de manière détournée et à les assembler un peu en douce quoi. Après, l'histoire elle explique pas bien le mépris de General Electric pour les idées de Tracy, surtout que sur le papier, le projet il a l'air prometteur. La principale source de ces informations étant Tracy Hall lui-même, on peut les prendre avec des pincettes. D'autant que, vu ce qui va se passer, on peut comprendre qu'il ait pris le méga sum. Son invention, la ceinture de Hall, reprend en effet le concept initial de l'enclume de Bridgman. On utilise un échantillon de graphite piégé dans un joint d'étanchéité qu'on va venir écraser très très fort pour en faire monter la pression. En fait, Hall reprend la plupart des principes éprouvés par Bridgman, en les améliorant. Le joint est désormais fait en pyrophilite, qui adhère encore plus, et la forme des enclumes est encore plus conique, ce qui permet de faire un anneau d'étanchéité contenant plus de graphite et de concentrer encore plus la zone de pression. Mais la véritable innovation, c'est surtout d'un nouveau morceau dont la ceinture de Hall tire son nom. Hall rajoute en effet au dispositif un anneau de cobalt tungstène qui va venir encercler le joint de pyrophilite. L'anneau, en empêchant le joint de se déformer, vient augmenter encore la pression subie par le graphite, qui peut désormais atteindre les 200 000 bars sans contrainte de température. Ne reste plus qu'à faire chauffer l'échantillon, ce que l'équipe réalise ingénieusement en faisant circuler un puissant courant électrique à travers les enclumes. Et puis un jour, ça y est, le 16 décembre 1954, Tracy Hall rouvre sa presse
et croit s'évanouir. Il n'est pas sûr de croire ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire ce pourquoi des générations d'Avides se sont battus, des alchimistes médiévaux jusqu'aux plus obstinés des chercheurs modernes. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, plus de 150 ans après la décapitation de Lavoisier, des diamants viennent d'être fabriqués en laboratoire. L'expérience s'est ensuite répliquée avec tout un tas de matériaux de base plus ou moins fantaisistes, comme du sucre. Oui, apparemment du sucre ça marche parce que c'est organique, donc c'est fait avec du carbone, donc tu peux fabriquer du diamant avec. Et General Electric se met évidemment à déposer des dizaines de brevets autour de ces recherches qu'elle a plus ou moins financées, et la production commerciale de diamants commence dès 1957. Vous imaginez peut-être alors que le Dr Hall est devenu immédiatement le self-made man qu'il méritait désormais d'être. Continuant ses travaux chez General Electric après que la direction, navrée d'avoir ignoré ses idées de génie, ait présenté son mea culpa et lui ait accordé un poste prestigieux. Et non, la réalité est bien plus amère. Vous allez voir, c'est miskin. Pour le remercier de sa trouvaille, General Electric lui offrit un bon d'achat d'une valeur de $10. Et $10, c'est une sacrée somme. Moi, à Noël, j'avais une orange. Vous comprendrez donc que Tracy Hall ait démissionné dès 1955, seulement quelques mois après sa découverte, trop humilié par cet affront. Se réorientant professionnellement, Hall rejoindra le monde académique à l'université de Provo, où il finira quand même directeur de la recherche. Évidemment, on se demande pourquoi il n'aurait pas continué ses travaux, mais pour ajouter l'insulte à l'injure, il se trouve que c'est bien General Electric, l'entreprise d'Edison, qui est propriétaire des brevets de la ceinture de Hall. Et ouais, c'est comme ça que ça marche, il était salarié. J'ai envie de dire, vu le connard qu'était Edison, étant donné toutes les inventions et les brevets qu'il aura volés à d'autres chercheurs, si c'est ton héros d'enfance, t'as un petit peu mérité de te faire baiser comme ça par l'entreprise qu'il a fondée. Allez, heureusement pour lui, Tracy Hall n'a pas tout à fait dit son dernier mot, et il inventera même une nouvelle presse, encore plus performante et qui surtout contourne les brevets déposés par General Electric sur sa propre invention. La presse tétraédrale. Bon, on va pas repasser du temps à expliquer comment ça fonctionne, je pense que vous avez compris le concept général. On écrase un échantillon de graphite dans un joint d'étanchéité pyramidal, mais cette fois non pas entre 2 enclumes, mais entre 4 enclumes. Encore aujourd'hui, c'est ce principe technologique et ses descendants qui sont principalement utilisés dans l'industrie et dans la recherche sur les hautes pressions. Hall refondera même une entreprise de diamants de synthèse, élégamment intitulée Mega Diamonds, qui existe encore aujourd'hui même si elle n'a pas vraiment eu le succès escompté et que son manager Benji est apparemment quelqu'un de très désagréable. Après avoir passé quelques années à faire le missionnaire avec sa femme au Zimbabwe, et par là j'entends faire le missionnaire mormon, faire du prosélytisme, Tracy Hall finira sa vie dans une ferme avec des vergers en Utah, sans jamais connaître la fortune ni recevoir de prix Nobel, avec toujours au fond de la bouche le goût désagréable et amer du manque de reconnaissance et de l'invention volée. Je pourrais conclure en vous disant que le fait qu'une entreprise privée qui vous salarie s'approprie le fruit de votre travail intellectuel n'est fondamentalement pas différent de l'appropriation de la force de travail par le capital, mais c'est un vaste sujet et c'est pas trop ce qu'on a traité aujourd'hui, même si ce serait sûrement intéressant d'en parler une autre fois. Je pourrais aussi vous raconter que si ça se trouve, Tracy Hall n'est même pas le premier à avoir vraiment inventé des diamants, puisqu'à posteriori, une entreprise suédoise a dit qu'elle avait réussi à en fabriquer avant lui, mais que juste ils avaient décidé de pas le dire. Hall ne sera ainsi plus le génie qui a inventé les diamants de synthèse, mais simplement le premier à l'avoir dit publiquement. Mais déjà, c'est pas très intéressant, ça change pas le fond de ce qu'on a dit, et en plus, c'est impossible de confirmer ces informations. Non, la manière dont je veux conclure, c'est en parlant des conséquences de cette invention. On l'a vu dans le premier épisode, les diamants sont chers parce qu'ils sont historiquement rares et très demandés, qui constituent des biens de prestige du fait de leur rareté et de l'image d'éternité qu'ils véhiculent. La logique de la loi du marché, du fonctionnement même de l'offre et de la demande, voudrait donc dire que l'invention d'une technique de fabrication relativement moins coûteuse pour un potentiel de production infini, puisqu'on a dit qu'on pouvait fabriquer du diamant même avec du sucre, conduise à ce que le prix du diamant s'effondre complètement. Parce que oui, malgré ce que certains vont pouvoir dire, le diamant qu'on fabrique en laboratoire, c'est exactement le même que celui qu'on récupère dans les mines en Inde, en Afrique du Sud ou au Brésil. Donc, selon la théorie, puisqu'un même bien a sur un même marché un prix unique défini par l'offre et la demande, on aurait dû voir le prix du diamant s'effondrer, jusqu'à rejoindre petit à petit les coûts du diamant synthétique. Le diamant naturel devrait avoir le même prix que le diamant synthétique, et le prix du diamant miné devrait tendre vers celui du diamant fabriqué. Bah ouais, parce que dans ce cas, le diamant, il n'est plus vraiment rare. Et si on boucle avec notre introduction là sur le voyage de Chihiro, le personnage du sans-visage et ses petites pépites d'or, c'est exactement ce qui va se passer à un moment du film. Des pépites d'or que le sans-visage distribue à tour de bras, elles sont devenues tellement abondantes que les différents protagonistes des bains thermaux, ils vont commencer à se questionner sur leur valeur. S'il y en a autant que ça qu'on peut créer à l'infini, est-ce que vraiment c'est une richesse ? Dans le film, ce doute va bientôt être matérialisé par la dégradation elle-même des pépites d'or, qui se transforment en poussière sous les yeux horrifiés des personnages. La perte du statut précieux, conséquence de l'abondance, s'incarne métaphoriquement dans cette corruption physique. Ouais, cette phrase elle sert à rien, j'avais juste envie d'écrire un truc stylé. Ouais, c'est un peu une chaîne Théo ici. À moins que vous viviez dans une grotte ou dans une mine de diamants, vous aurez sûrement constaté que les diamants, c'est toujours très cher. On continue d'en monter sur des boucles d'oreilles, sur des bagues en or, et c'est toujours censé être le truc le plus précieux qu'on offre pour les mariages. Bref,
Rien ne s'est passé comme prévu. Parce que nos chimistes et nos ingénieurs de General Electric, ils sont bien sympas. Mais ils n'ont pas compris qu'en face d'eux, ils avaient aussi une industrie, implantée depuis des siècles et particulièrement riche, qui n'avait certainement pas l'intention de se laisser faire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Oussama Ammar. Pourquoi les diamants c'est cher? Qui pense que les diamants sont rares? Levez la main. Évidemment que tout le monde pense que le diamant est rare. En fait, le diamant est une arnaque. Il faut savoir que le prix réel d'offre de diamants devrait être 200 fois inférieur à ce qu'il est. Comme ils ont 100% de l'approvisionnement et que les 20% qui ne maîtrisent pas, ils ont des accords avec ces gens-là aussi. Et ils ont cornerisé le marché du diamant. Bon, je vous rassure, à défaut d'avoir le charisme d'Oussama Ammar, on va traiter le sujet avec un peu plus de rigueur, avec un peu plus de profondeur, et un angle qui, je pense, vous surprendra. Mais ça, ce sera pour la troisième et dernière partie de cette série sur l'industrie du diamant. Dans cette deuxième partie, on a beaucoup parlé d'histoire des sciences et de technique, mais dans la troisième partie, on va rentrer dans le dur et on abordera notamment l'aspect économique du cours du diamant et l'intense lobbying qui entoure ce milieu. Bien entendu, ce serait dommage de la rater, alors abonne-toi et active la cloche, comme ça elle passera pas sous les radars, on contourne l'algo de recommandation et surtout, ça me fait grave plaisir. Pour encore plus de Kiff Legends, lâchez un like et surtout un commentaire, je le dis à chaque fois, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de lire les retours quand la vidéo sort. Je tenais évidemment à remercier Valentine encore une fois pour sa présence sur cet épisode. Et puis pour finir, je vous remercie, vous qui êtes toujours là, qui me motivez à faire des recherches et à partager ça ensemble. Franchement, je crois que c'est difficile d'imaginer un autre hobby qui m'enrichirait autant et me pousserait autant à réfléchir à des sujets. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer à le faire longtemps. Sur ce, repassez bien vos cols de chemise, arrêtez d'utiliser des cotons-tiges, c'était Alcide pour sortir du Mega Diamonds. Oula.